Imaginez un artiste qui a marqué toutes les générations. Un homme dont la voix, la danse et le génie créatif ont traversé les frontières, les langues et les cultures. Un homme devenu si puissant, si influent, qu'il en était presque dangereux. Michael Jackson, le roi de la pop. Mais derrière ses pas de danse légendaires et ses chansons immortelles, se cache une histoire beaucoup plus sombre. Une histoire dont très peu de personnes osent parler à voix haute. Pourquoi Michael Jackson, au sommet de sa gloire, a-t-il soudainement commencé à dénoncer publiquement les forces occultes qui, selon lui, contrôlaient l'industrie musicale? Pourquoi évoquait-il souvent des pouvoirs invisibles, des marionnettistes qui manipulaient les artistes comme des pantins? Était-il en train de pointer du doigt un système secret? Était-il en train de révéler l'existence de ce qu'on appelle aujourd'hui les Illuminati? Et surtout, si tout cela est vrai, pourquoi ces forces auraient-elles voulu faire taire Michael Jackson à tout prix? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les zones d'ombre de la vie du roi de la pop. Nous allons explorer les indices cachés, les discours censurés, les événements troublants et les témoignages mystérieux qui pourraient expliquer pourquoi certains pensent que Michael n'est pas seulement mort, mais qu'il a été réduit au silence. Préparez-vous à découvrir une histoire bouleversante, intrigante et peut-être même effrayante. Car plus on creuse, plus on se rend compte que la vérité dépasse la fiction. Si vous aimez les récits mystérieux et que vous voulez continuer à explorer ces histoires qui dérangent et qui fascinent, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui risque bien de changer à jamais votre vision du roi de la pop. L'histoire commence bien avant la gloire, dans une petite maison de Gary, dans l'Indiana. Michael Jackson n'était encore qu'un enfant fragile, timide, presque maladif, quand son père Joseph décida de transformer la fratrie en une machine à chanter et à danser. Dès son plus jeune âge, Michael montra quelque chose de différent. Pas seulement du talent, mais une énergie magnétique qui captivait immédiatement ceux qui le regardaient. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange. Sa voix vibrait d'une émotion que l'on ne s'attendait pas à trouver dans la bouche d'un enfant de 8 ans. Et très vite, le monde entier allait le remarquer. Avec les Jackson 5, Michael devient le petit prodige qui déplace des foules, un symbole d'espoir pour une Amérique encore marquée par la ségrégation raciale. Mais derrière le sourire radieux, il y avait déjà quelque chose d'inhabituel. La sensation qu'on ne laissait pas ce garçon vivre sa propre vie. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait déjà tracé son destin. Les années passent. Michael quitte le cadre familial pour entamer une carrière solo. Et là, c'est une explosion sans précédent. Off the Wall, 1979, puis surtout Thriller, 1982, changent à jamais l'industrie musicale. Thriller n'est pas seulement un succès, c'est un phénomène culturel. L'album devient le plus vendu de l'histoire. Les clips révolutionnent la télévision. Les chorégraphies deviennent des rituels planétaires. Michael Jackson n'est plus un simple artiste. Il devient une icône mondiale, adulée, copiée, vénérée. Mais à ce niveau de célébrité, il se passe toujours quelque chose d'étrange. Plus l'artiste grandit, plus il attire des forces invisibles. Des intérêts financiers colossaux, des groupes de pouvoir qui voient en lui bien plus qu'un chanteur, une arme culturelle, un outil de contrôle, un vecteur d'influence planétaire. Et c'est là que commencent les premières ombres. Michael aimait la musique. Il vivait pour créer, composer, danser, émouvoir. Mais très tôt, il se rend compte que derrière les projecteurs, derrière les applaudissements, l'industrie est une machine impitoyable. Des contrats écrits en petits caractères, des sommes astronomiques générées par ses albums, mais une infime partie qui lui revenait vraiment. Des dirigeants de maisons de disques, puissants et inaccessibles, qui décidaient de tout. Un système qui transformait les artistes en produits. Et plus un artiste brillait, plus il devenait prisonnier de ce système. Michael, qui avait toujours rêvé de liberté artistique, commença à comprendre qu'il n'était pas seulement un chanteur, mais un pion dans un jeu bien plus vaste. Et certains témoins de cette époque
affirme que c'est à ce moment-là que Michael a découvert l'existence de cercles occultes, de réseaux secrets qui contrôlaient non seulement la musique, mais aussi le cinéma, la télévision et même la politique. Ce que peu de gens savent, c'est qu'à partir de la fin des années 80, Michael commença à laisser des indices. Dans ses interviews, il glissait des phrases étranges, parlant de « pouvoirs qui veulent me contrôler », de « forces qui veulent m'utiliser ». Lors de certaines conférences, il dénonçait directement les pratiques abusives de l'industrie musicale, accusant même Sony Music d'esclavage moderne. Il disait « Ils veulent me détruire, ils veulent me réduire au silence, parce que je sais des choses que je ne devrais pas savoir ». Ces déclarations, loin d'être de simples paroles d'un artiste en colère, sonnaient comme des avertissements, comme s'il essayait, subtilement, d'alerter le public. Mais qui étaient ces « ils » dont parlait Michael Jackson? Et pourquoi prenait-il soudainement ce risque insensé de les dénoncer? Un autre détail fascinant. Michael Jackson était obsédé par les symboles. Dans ses clips, ses costumes, ses chorégraphies, on retrouve des références étranges, des pyramides, des yeux, des poses qui rappellent l'iconographie occulte. Certains diront que ce n'était que de l'art, une esthétique visuelle. Mais d'autres y verront des messages codés, soit imposés par l'industrie, soit volontairement utilisés par Michael pour révéler, de façon subtile, ce qu'il voyait en coulisses. Était-il en train d'envoyer des signaux au public? Était-il contraint d'utiliser ces symboles pour rester au sommet, tout en essayant de s'en libérer? À mesure que Michael parlait, qu'il dénonçait, qu'il critiquait ouvertement les puissants, quelque chose changea. Les médias, qui jusque-là l'avaient adoré, commencèrent à se retourner contre lui. Les rumeurs, les moqueries, les attaques sur son apparence, sur sa vie privée, commencèrent à se multiplier. Puis vinrent les accusations, les procès, les scandales qui allaient briser à jamais son image publique. Comme si, du jour au lendemain, le monde avait décidé de le détruire. Et pour certains, ce basculement n'était pas un hasard. C'était une stratégie, une campagne orchestrée, une manière de faire taire celui qui avait osé défier le système. Au début des années 90, Michael Jackson est au sommet de son art. Son album Dangerous, 1991, est un succès planétaire, avec des tubes comme Black or White, Remember the Time, ou encore Heal the World. Mais au-delà de la musique, quelque chose change. Michael ne se contente plus d'être une star. Il se transforme en messager. Lors de certaines conférences, il se met à critiquer ouvertement l'industrie. Il accuse les maisons de disques d'exploiter les artistes. Il dénonce les manipulations médiatiques. Il parle d'un système qui cherche à contrôler les masses à travers la culture. Dans un discours célèbre, il dit « L'industrie musicale est pleine de conspirations. Ils veulent me faire taire, mais je vais continuer à me battre. » Ce genre de déclaration était du jamais vu. Aucun artiste, surtout à ce niveau, n'avait jamais osé défier l'industrie de façon aussi directe. Mais Michael ne s'arrête pas là. Il utilise ses chansons et ses clips pour transmettre des messages cryptés. Dans They Don't Care About Us, il chante une vérité brute. Le monde est contrôlé par des puissances indifférentes à la souffrance humaine. Les images du clip, des enfants pauvres, des foules opprimées, des militaires en armes, résonnent comme une dénonciation frontale. Dans Scream, avec sa sœur Janet, il met en scène un univers futuriste oppressant, où il est observé, jugé, enfermé. Beaucoup y voient une métaphore de son propre combat contre un système qui le surveille constamment. Et que dire de Blood on the Dance Floor, où certains fans affirment que les images cachent des références directes à des rituels occultes et à la manipulation des foules. Michael savait que son art était scruté, analysé, parfois imposé par ses producteurs. Mais il utilisait ce même art comme arme de contre-attaque, une manière de parler à son public en contournant les barrières. Le conflit le plus flagrant se produit au début des années 2000, quand Michael attaque directement Sony Music et son PDG de l'époque, Tommy Mottola. En pleine conférence de presse, Michael ose dire « Tommy Mottola est diabolique, c'est un raciste et il manipule l'industrie.
Les artistes sont ses esclaves. Ses paroles choquent le monde entier. Michael Jackson, l'homme le plus célèbre de la planète, est en train de dénoncer ouvertement un des hommes les plus puissants de la musique. Pour beaucoup, ce fut un point de non-retour. Car en s'attaquant à Mottola, il ne s'en prenait pas seulement à un individu, mais au système entier derrière lui. Peu de temps après ces déclarations, la presse se déchaîne. Michael devient la cible d'articles moqueurs, de caricatures humiliantes, de rumeurs incessantes sur sa vie privée. Les accusations d'abus sexuels, déjà présentes depuis les années 90, ressurgissent avec encore plus de force. Pour certains analystes, ce basculement brutal n'est pas un hasard. C'est une guerre médiatique orchestrée. Le but, détruire sa crédibilité. Faire en sorte que le public ne prenne plus jamais au sérieux ses accusations contre l'industrie. Car comment croire un homme qui est sans cesse tourné en ridicule, présenté comme instable, bizarre, dangereux? C'est dans ce contexte que le mot « Illuminati » commence à apparaître dans les discussions autour de Michael Jackson. Certains disent qu'il les dénonçait directement. D'autres affirment qu'il parlait de manière métaphorique pour désigner un groupe de puissants aux méthodes occultes. Mais ce qui est troublant, ce sont les références visuelles dans son travail. L'œil omniprésent, symbole par excellence des Illuminati. La pyramide, souvent visible dans ses clips ou dans ses mises en scène scéniques. Les chorégraphies où il joue avec la lumière et les ombres, comme pour représenter un combat invisible. Était-ce une façon d'avertir le public, ou bien était-il lui-même contraint d'intégrer ces symboles pour rester accepté dans un cercle d'élite artistique dont il voulait s'échapper? En parallèle, Michael devient de plus en plus isolé. Il vit retranché dans son ranch de Neverland, entouré d'une garde rapprochée, méfiant envers tout le monde. Ses proches racontent qu'il avait peur d'être suivi, espionné, manipulé. Il disait souvent « Ils veulent m'avoir, je ne sais pas combien de temps il me reste ». Ces propos, qui pouvaient sembler paranoïaques, prennent aujourd'hui une résonance troublante. Était-ce simplement l'angoisse d'une star traquée par les médias, ou bien la conscience réelle qu'il affrontait des forces qui le dépassaient? Pendant ce temps, ses fans continuent de le soutenir, mais l'opinion publique est divisée. Certains le considèrent comme un génie incompris, d'autres comme une star déchue sombrant dans ses délires. Et c'est là que la stratégie semble fonctionner. Un homme qui dénonce des conspirations, mais qui est présenté comme instable, devient automatiquement discrédité. Pour les puissants, il n'y a pas de meilleur moyen de faire taire quelqu'un que de le tourner en ridicule. Au début des années 2000, Michael Jackson vit une véritable guerre invisible. D'un côté, son désir de continuer à créer, à transmettre des messages d'espoir et de liberté. De l'autre, des forces qui cherchent à le museler, à le réduire au silence. Et chaque nouvelle apparition publique devient une bataille. Chaque mot, chaque clip, chaque geste est analysé, récupéré, amplifié. Le roi de la pop, l'homme le plus célèbre du monde, est devenu à la fois un héros et une menace. En 2009, après des années d'absence, Michael Jackson annonce une tournée gigantesque. This is it. 50 concerts prévus à Londres, des centaines de milliers de billets vendus en quelques heures. Le monde entier est en effervescence. Le roi de la pop revient enfin. Mais derrière l'excitation, quelque chose cloche. Michael paraît fatigué, amaigri, nerveux. Ses proches racontent qu'il ne dormait presque plus, qu'il répétait dans un état d'épuisement extrême. Et surtout, il confiait à certains amis qu'il avait peur pour sa vie. Peu avant sa mort, Michael aurait dit à son ami Dieter Wissner « Ils veulent me tuer, ils vont me tuer ». À d'autres, il expliquait qu'il ne contrôlait plus rien, ni ses finances, ni ses contrats, ni même sa carrière, qu'il se sentait piégé dans une machine qui lui échappait. Son frère Jermaine révéla plus tard que Michael répétait souvent qu'il craignait une conspiration pour l'éliminer. Était-ce de la paranoïa ou une intuition lucide d'un homme traqué par des forces invisibles? Un détail fascinant. Malgré des ventes colossales, Michael Jackson était présenté comme criblé de dettes. Comment l'artiste le plus rentable de tous les temps pouvait-il être dans une telle situation?
La réponse se trouve dans ses droits musicaux. Michael possédait une part énorme du catalogue Sony ATV, incluant notamment les Beatles. Un trésor estimé à plusieurs milliards. Beaucoup pensent que ce catalogue était la véritable raison pour laquelle Michael était devenu une cible. Car en possédant ces droits, il détenait une arme économique gigantesque qui dérangeait les plus grandes maisons de disques. Et certains affirment que tout a été mis en œuvre pour le pousser à la ruine et l'obliger à céder ce pouvoir. Lorsqu'on parle de la mort de Michael Jackson, un nom revient toujours. Dr Conrad Murray. Ce médecin personnel, engagé peu avant la tournée, est celui qui lui a administré le propofol, l'anesthésiant puissant qui a causé sa mort. Mais plusieurs éléments sont étranges. Pourquoi un médecin respectable accepterait-il d'injecter chaque nuit un produit normalement réservé au bloc opératoire? Pourquoi les conditions de surveillance médicale étaient-elles aussi laxistes? Pourquoi Murray fut-il payé par l'organisateur de la tournée et non par Michael directement? Ces incohérences alimentent l'idée que Murray n'était pas seulement négligent, mais peut-être instrumentalisé. Le film This Is It, sorti après sa mort, montre Michael en répétition. Mais certains fans remarquent des détails troublants. Des paroles improvisées, où Michael parle de changer le monde et de révéler la vérité. Des séquences où il semble faible et préoccupé, comme s'il voulait transmettre un dernier message. Le choix même du titre, This Is It. Beaucoup y voient un adieu, une prophétie de sa fin imminente. Et si ce projet n'était pas seulement une tournée, mais son testament artistique, conçu pour laisser une trace indélébile avant qu'on ne l'élimine. Le 23 juin 2009, Michael donne sa dernière grande répétition. Selon les danseurs, il est épuisé, mais déterminé. Le 24 juin, il répète encore, souriant par moments, mais visiblement très fragile. Le 25 juin au matin, il est retrouvé inconscient dans sa chambre. Quelques heures plus tard, l'annonce tombe. Michael Jackson est mort. Le monde entier pleure. Mais immédiatement, les questions commencent. Dès le premier jour, les zones d'ombre s'accumulent. Pourquoi les secours ont-ils mis tant de temps à arriver? Pourquoi les premières déclarations de Murray sont-elles contradictoires? Pourquoi l'entourage de Michael parle-t-il immédiatement de meurtre? Et surtout, pourquoi, à peine mort, des discussions éclatent déjà autour de la gestion de son héritage et de ses droits musicaux? Pour de nombreux observateurs, la conclusion est claire. Michael n'est pas simplement mort d'une erreur médicale. Il a été supprimé parce qu'il savait trop de choses, parce qu'il possédait trop de pouvoir, parce qu'il s'apprêtait peut-être, avec This Is It, à révéler des vérités que certains ne voulaient pas voir éclater. Michael Jackson n'était pas seulement une star. Il était devenu une menace pour ceux qui, selon lui, contrôlèrent l'industrie et manipulèrent les foules. Depuis sa mort, les rumeurs ne cessent d'enfler. Certains disent qu'il avait laissé des notes, des enregistrements, des indices montrant qu'il savait ce qui allait arriver. D'autres affirment qu'il n'est pas vraiment mort, qu'il aurait simulé sa disparition pour échapper aux forces qui le traquaient. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Sa mort n'a fait qu'alimenter l'aura de mystère et de complot qui l'entoure. Et pour beaucoup, elle reste l'un des plus grands non-dits du XXIe siècle. Le 25 juin 2009, le monde s'arrête. La nouvelle tombe comme une bombe. Michael Jackson est mort. Des millions de personnes pleurent dans les rues. Les réseaux télévisés diffusent en boucle ses clips, ses concerts, ses interviews. Mais dès les premières heures, un doute s'installe. Comment un homme, préparant une tournée mondiale, surveillé de près, pouvait-il mourir ainsi, dans sa chambre, dans des conditions aussi étranges? La tristesse laisse rapidement place à une question troublante. Et si cette mort n'était pas un accident? Officiellement, l'enquête se concentre sur Conrad Murray, son médecin personnel. Il est reconnu coupable d'homicide involontaire, accusé d'avoir administré le propofol de manière irresponsable. Mais le procès laisse un goût amer. De nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi Murray, pourtant expérimenté, aurait-il pris un tel risque chaque nuit? Pourquoi certains appels passés depuis sa chambre ce matin-là
ont-ils mystérieusement disparu? Pourquoi tant de contradictions dans les témoignages des premiers témoins? Le procès donne une conclusion juridique, mais pas une explication claire. Après sa mort, les médias mainstream adoptent un double discours. D'un côté, ils glorifient le génie musical de Michael. De l'autre, ils rappellent sans cesse les accusations, les scandales, les rumeurs. Un contraste étrange, comme s'il fallait honorer son art, mais détruire sa crédibilité personnelle. Certains y voient une stratégie bien huilée, garder l'icône culturelle, utile pour vendre des disques posthumes, mais enterrer définitivement le message dangereux qu'il tentait de transmettre de son vivant. Quelques mois après sa mort, un fait troublant survient. Le catalogue musical de Michael, incluant les Beatles, est progressivement récupéré par Sony. La coïncidence est trop grande pour certains. Michael possédait un trésor musical qui dérangeait les plus grandes majors. Peu après sa mort, ce trésor change de main. Était-ce l'objectif ultime? Éliminer Michael pour reprendre le contrôle de ce catalogue colossal. C'est ici que les théories sur les Illuminati se renforcent. Beaucoup de fans, chercheurs et conspirationnistes remarquent des éléments étranges. Les symboles funéraires, lors de la cérémonie d'hommage, certains détails rappellent l'imagerie occulte, notamment des pyramides et des jeux de lumière particuliers. Les derniers mots de Michael. Il répétait souvent « They're after me »,« Ils sont après moi ». Mais qui étaient ces « ils » ? Les liens avec les élites. Michael fréquentait de nombreuses personnalités du cinéma, de la politique, de la haute finance. Certains pensent qu'il avait découvert des secrets compromettants. Selon cette vision, Michael aurait payé le prix ultime pour avoir défié un ordre mondial occulte. Plusieurs éléments alimentent la légende. Le corps introuvable. Certains fans affirment que son cercueil aurait été vide lors des funérailles publiques. Les messages codés, dans ses dernières chansons, comme Earth Song ou They Don't Care About Us, certains voient des prophéties annonçant sa disparition. La théorie de la survie. Pour d'autres, Michael aurait simulé sa mort afin d'échapper à ses ennemis. Des photos, vidéos et témoignages étranges circulent encore aujourd'hui, affirmant l'avoir vu vivant après 2009. Un autre fait étrange, la quasi-absence de réaction forte de la part des grandes élites. Certains présidents, certains magnates de l'industrie, qui avaient pourtant profité de son influence, restent silencieux. Un silence pesant. Comme si parler de Michael Jackson après sa mort était un sujet tabou. Depuis 2009, tout semble organisé pour contrôler la mémoire de Michael Jackson. Ses disques posthumes sortent, mais souvent remixés, modifiés, aseptisés. Ces scandales sont rappelés à chaque anniversaire de sa mort. Ces dénonciations contre l'industrie sont rarement évoquées dans les médias, comme si on voulait garder l'artiste, mais effacer le rebelle. Finalement, une question demeure. Michael Jackson a-t-il été victime de ses propres excès, ou victime d'une machination bien plus vaste? Pour beaucoup, il reste le symbole d'un homme qui a tenté de briser ses chaînes, de révéler au public l'existence d'un système occulte, et qui en a payé le prix ultime. Sa mort, loin de clore l'histoire, n'a fait qu'alimenter le mystère. Car plus on gratte, plus on trouve des zones d'ombre. Et peut-être qu'au fond, Michael lui-même savait que son destin était déjà écrit. Michael Jackson n'était pas qu'un chanteur, pas seulement un danseur. Il était un messager universel. Ses chansons parlaient d'amour, d'unité, de paix, mais aussi de rébellion, de résistance et de vérité. Des titres comme Earth Song, They Don't Care About Us, Heal the World résonnent encore aujourd'hui comme des appels à la conscience collective. C'était presque prophétique. Michael n'essayait pas seulement de divertir, il voulait réveiller. Et c'est peut-être là que réside la clé. Un artiste qui ne se contente pas d'amuser les foules, mais qui tente de les éveiller, devient très vite dangereux pour ceux qui veulent garder le contrôle. Depuis 2009, les théories se multiplient. Pour certains, il a été victime d'un complot orchestré par l'industrie musicale et des forces occultes. Pour d'autres, il aurait simulé sa mort pour échapper à ce système. Et pour d'autres encore, sa mort fut le prix de son courage.
celui d'avoir dénoncé publiquement ce que tant d'artistes murmurent en silence. Chaque nouvelle vidéo, chaque photo mystérieuse, chaque note retrouvée alimente ses croyances. Michael Jackson est devenu plus qu'un homme, une énigme immortelle. Ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière les gants brillants et les pas de danse parfaits, Michael Jackson était aussi un rebelle. Il refusait les règles imposées, il osait critiquer publiquement ses patrons. Il utilisait son art pour dénoncer la manipulation des masses. Et même lorsqu'on le salissait, lorsqu'on l'accusait, il continuait à chanter, il continuait à dire, à sa manière, « Ouvrez les yeux, voyez ce qu'ils nous font ». Un artiste qui combine la gloire mondiale et un message de libération, c'est un cocktail explosif pour un système qui préfère les foules endormies. Après sa mort, le silence des puissants est assourdissant. Pas de véritables enquêtes approfondies, pas de révélations fracassantes, pas de justice à la hauteur de l'homme qu'il était. Comme si tout devait rester flou, comme si la vérité devait être enterrée avec lui. Mais ce silence est aussi une forme de confirmation. Car lorsque trop de questions restent sans réponse, c'est souvent qu'elles dérangent des intérêts trop grands. Aujourd'hui encore, Michael Jackson vit. Non pas dans son corps, mais dans sa musique, dans ses clips, dans ses messages. Chaque fois que l'on écoute Man in the Mirror, Beat It ou Earth Song, on entend sa voix qui résonne comme un écho. Ne vous laissez pas manipuler. Changez le monde. Peut-être que les Illuminati ou les forces occultes ont réussi à éteindre l'homme. Mais jamais elles n'ont pu éteindre la légende. Car paradoxalement, en disparaissant, Michael est devenu encore plus puissant. Il est devenu un symbole éternel de résistance, un mystère qui ne cesse d'intriguer, une flamme que personne ne peut étouffer. Alors, pourquoi les Illuminati auraient-ils voulu éliminer Michael Jackson? Parce qu'ils savaient, parce qu'il osait parler, parce qu'il voulait réveiller les consciences. Et dans un monde où la musique sert souvent à endormir les masses, un homme qui utilise son art pour éveiller devient une menace. Mais sa mort, loin d'être une fin, fut le début d'une autre histoire, celle d'un artiste devenu mythe, celle d'un homme devenu symbole de vérité et de liberté. Au fond, la vraie question n'est pas de savoir qui a tué Michael Jackson. La vraie question est, avons-nous entendu son message? Avons-nous compris ce qu'il essayait de nous dire dans ses chansons, dans ses discours, dans ses gestes? Ou allons-nous, comme l'industrie l'aurait voulu, retenir seulement le danseur, le chanteur, l'icône, en oubliant le messager? Michael Jackson n'était pas seulement le roi de la pop. Il était peut-être aussi un lanceur d'alerte déguisé en artiste, un prophète moderne qui a payé le prix fort pour avoir voulu réveiller l'humanité. Sa voix, ses pas de danse, ses messages continueront d'inspirer les générations futures. Et même si l'on essaie encore aujourd'hui de brouiller son héritage, une vérité demeure. On ne peut pas tuer un mythe. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce récit jusqu'au bout. Vous l'avez vu, l'histoire de Michael Jackson n'est pas seulement celle d'un artiste exceptionnel. C'est aussi une énigme, une lutte, un mystère qui continue de fasciner et d'émouvoir des millions de personnes à travers le monde. Si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, c'est que vous aussi, vous avez ressenti cette intensité, ce mélange de vérité, de douleur et de beauté qui entoure la vie du roi de la pop. Votre présence, votre écoute et vos partages donnent un sens à ce travail. Sans vous, ces histoires ne vivraient pas. C'est vous qui gardez cette mémoire vivante, vous qui faites en sorte que le message ne s'éteigne jamais. Alors, un immense merci à chacun d'entre vous. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, à partager la vidéo autour de vous, et surtout, à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes pour continuer à explorer ensemble ces récits qui nous bouleversent, qui nous intriguent, et qui, parfois, changent notre regard sur le monde. N'oubliez jamais, une histoire ne s'arrête pas lorsqu'on l'a racontée. Elle continue de vivre à travers ceux qui l'écoutent. Et grâce à vous, Michael Jackson continue d'exister, non pas seulement comme une légende, mais comme un symbole éternel. Merci encore, prenez soin de vous. Et à très bientôt,
pour une nouvelle histoire émouvante.